Glasgow. Við skulum tjalda í grænum berjamóum. Leitum með vínum í lundin frá í gær. Lindin þar niðar og virkir Ísland grær. Nous avons l'opportunité de rencontrer aujourd'hui Monsieur Claude Lorrain, professeur des universités et psychologue des hôpitaux, à l'occasion de la sortie de son dernier livre, Agone. Claude Lorrain, bonjour. Bonjour. Dans votre dernier ouvrage, Agone, vous semblez croire que les guerres sont ni un destin, ni dans la nature humaine, mais l'agressivité n'est-elle pas au cœur de l'homme ? Alors, l'agressivité, elle est au cœur de l'homme, elle est vitale, elle est essentielle, et c'est véritablement quelque chose à distinguer de l'agression. L'agressivité, c'est le fait de pouvoir jaillir, de s'exprimer. L'agressivité, c'est chez les plantes, chez tous les êtres vivants. Mais l'agression, c'est autre chose. Et l'agression n'a pas toujours existé, et les guerres n'ont pas toujours existé. Ça, c'est certain. Parce que ça a été prouvé par la paléontologie. On sait qu'à l'époque du paléolithique, en particulier nos très lointains ancêtres, eh bien, c'était des nomades, ils marchaient, c'était des cueilleurs chasseurs, et ils ne s'attachaient pas à un lieu précis, ils se déplaçaient, et puis surtout, ils restaient entre eux pour se protéger des animaux, des prédateurs. Et donc ils ne se faisaient pas la guerre. Alors il y avait bien évidemment des chicanes, de temps en temps ils étaient jaloux, ils se battaient, mais c'était des altercations, c'était des petites querelles, et même s'ils se battaient, c'était pas la guerre, voyez. Alors, quand la guerre a-t-elle vraiment commencé ? Alors la guerre, elle a commencé à partir du néolithique. Le néolithique, c'est l'époque où les hommes commencent à se sédentariser. Alors, ils construisent des huttes, ils se regroupent, ils se mettent à cultiver, ils deviennent possessifs, et à partir du moment où ils deviennent possessifs, si quelqu'un vient leur prendre leurs biens, ils vont se défendre, et quand ils sont en groupe, eh bien, ça va être le début de la guerre. Donc, la guerre, elle a commencé avec les processus de sédentarisation au néolithique, et pas au paléolithique. On va dire à peu près il y a 10 000 ans, entre 10 et 15 000 ans. Mais bien avant, c'était des chasseurs-cueilleurs. Selon vous, qu'est-ce que la guerre ? La guerre, c'est quelque chose qui est structuré, qui est organisé, qui est prémédité, qui nécessite des lieux, un champ de bataille. La guerre suppose qu'il y ait un chef, qu'il y ait en fait des hommes qui obéissent, qui se regroupent, qui suivent un projet de conquête, etc. Et on peut dire que c'est le modèle, les modèles, ça commence avec les Grecs et puis les Romains où on a des armées entières. Voilà grossièrement ce qu'on peut définir comme étant la guerre. Et pourquoi les hommes se font-ils la guerre ? Alors ça, c'est une vaste question. Pourquoi les hommes se font la guerre ? Ma foi, il y a tellement d'explications. La première explication, c'est celle que j'ai évoquée là tout à l'heure, c'est la conquête. Vous avez César, vous avez les conquêtes napoléoniennes, les conquêtes plus récentes des Prussiens sur l'Europe, et puis les conquêtes nazies qui ont essayé d'envahir la Russie. Donc ça, c'est une des causes. La deuxième cause, c'est probablement l'argent. C'est que ça permettait autrefois de piller, d'avoir des esclaves, d'asservir un autre peuple. Et ça permettait surtout de prendre des valeurs et sans les échanger, quoi. Donc voilà. Il y avait les guerres de religion. Donc là, c'était au nom de Dieu, avec l'idée qu'on était dans le bien en faisant la guerre, les croisades. Vous connaissez les croisades. Et puis voilà, je ne sais pas si vous avez lu l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, mais l'Iliade, c'est intéressant parce que
Vous connaissez l'histoire, c'est une histoire d'amour. C'est-à-dire que la guerre de Troie va durer plus de 10 ans et faire des milliers et des milliers de morts pour des raisons d'amour. L'amour rend possessif. Dans l'Iliade, tout commence avec Paris, qui est le roi des Troyens, et qui ne trouve rien de mieux à faire que de séduire celle qu'on va appeler la belle Hélène, alors qu'il sait parfaitement qu'elle est mariée avec Ménélas, qui est lui roi de Sparte, et qui, bien sûr, en draguant la belle Hélène, il va s'attirer des gros pépins. Et Agamemnon, qui est le frère de Ménélas, pique lui aussi une terrible crise de jalousie. Si vous vous souvenez de l'histoire, il commande à Achille d'aller récupérer la donzelle, et Hector s'en mêle, et la guerre de Troie va durer donc 10 ans. Tout ça pour une histoire de bonnes femmes. Ils auraient pu l'un et l'autre se calmer et s'en tenir à leurs propres femmes. Mais la guerre de Troie, qui est un modèle de la guerre, eh bien, c'est une histoire d'amour. Bon, je raconte ça pour la petite histoire parce que c'est plaisant, mais bon, la guerre, ça n'a rien à voir, je le disais tout à l'heure, avec les foules hitlériennes, fascinées, bon voilà, mais ils n'étaient pas spécialement tendres non plus dans la Grèce antique. Hein. Entre Sparte et Athènes, les guerres du Péloponnèse ont fait des milliers et des milliers de morts. Voilà pour la dernière partie. Les sentiments, l'amour peut entrer en ligne de compte dans les actes de violence. Aussi, vous insistez beaucoup sur l'amour-passion des foules endoctrinées. Alors les foules endoctrinées, eh bien, vous pouvez les voir un peu partout endoctrinées parce qu'il y a quelqu'un qui parle bien, qui parle fort, et qui fascine. J'ai revu des extraits de 1934-1935, les discours du jeune Hitler, et vous avez toutes sortes de jeunes, et des femmes, et des gens très bien. C'était pas des psychopathes, ils étaient fascinés par l'homme, en fait. Et il y a un phénomène de fascination dans la foule qui est terrible, qui est dangereux, et qui conduit au nationalisme. Et donc, ça je l'ai dit et j'aime bien cette phrase, le patriotisme, c'est l'amour des siens, et c'est normal qu'on puisse défendre les siens, et le nationalisme, ou le chauvinisme, mais le nationalisme surtout, c'est non pas l'amour des siens, mais c'est la haine des autres. D'ailleurs, pourquoi vous accordez une telle importance à vos rencontres avec des astronautes ? Ah, les astronautes, je les rencontre depuis une vingtaine d'années, aux États-Unis, en Russie, en France, un peu partout, parce que ce sont des gens qui sont extrêmement performants et surtout très équilibrés mentalement. Parce que pour être astronaute, vous connaissez l'entraînement un petit peu, il faut être pas simplement intelligent ou surintelligent, il faut être manuel, il faut savoir bricoler, etc. Il faut être complet en fait. Et pour moi, c'est un modèle d'équilibre. Il faut être dépendant de rien, y compris même pas dépendant sur le plan sentimental. Et je les admire parce que ce sont des personnes qui me changent beaucoup de l'hôpital psychiatrique. Et quel est leur rapport à la guerre ? Alors, le rapport qu'ils ont à la guerre est particulier, c'est-à-dire qu'il y a eu des astronautes qui sont partis, des astronautes russes, américains, japonais, chinois, français, qui sont partis depuis la guerre en Ukraine, donc depuis 2022 maintenant. Et en fait, ils voient la Terre comme étant de haut, et ils ont une vue différente. C'est-à-dire que pour eux, se battre pour un confetti, pour un petit lopin de terre, ça n'a pas de sens en fait. Je vous avais posé un jour la question, je vous avais dit à qui appartient la Terre ? Eh bien la Terre, elle n'appartient à personne. Elle a vécu avant nous, il y a eu les dinosaures, on peut remonter à des millions d'années, et elle n'a pas attendu les hommes, et elle continuera après, même si les hommes disparaissent et si la vie disparaît. Donc en fait, oui, les astronautes sont des personnes que j'admire, avec lesquelles je travaille,
parce qu'ils reprennent ce que Louis Pasteur a dit dans un de ses discours, je crois que c'était le 14 novembre 1888, il a dit pour inaugurer son institut, la science n'a pas de patrie. Ce qui fait qu'ils continuent à travailler. Les Américains, les Russes, les Chinois, les Japonais, etc. Pendant que sur Terre, tout le monde se tire dans les pattes, sur le plan économique, stratégique, etc. Donc je les admire parce qu'ils sont au-dessus. Et pour moi, ce sont, je ne veux pas dire des surhommes, c'est un peu exagéré, mais ce sont des hommes qui sont d'une grande probité, d'une grande confiance, d'une grande congruence, et c'est pour moi un idéal qui est nécessaire, un idéal d'équilibre qu'il est nécessaire d'avoir quand on est psychologue. Et c'est mon travail, parce que si moi je n'étais pas cohérent avec moi-même, comment pourrais-je aider des personnes qui sont incohérentes? Vous proposez plusieurs solutions dans votre livre pour juguler l'agressivité et déjouer les agressions. Pouvez-vous en évoquer certaines? Alors certaines d'entre elles, pour déjouer l'agressivité, le mieux c'est les sports duels. Tous les sports. Alors le tennis, la boxe, le judo, le karaté, l'escrime, tous les sports où il faut être agressif. Pour faire une partie de tennis, il ne faut pas être zen. Il faut être agressif, mais considérer l'autre non pas comme un ennemi, mais comme un adversaire. En fait, l'agressivité que l'on a, on la jugule, on la concentre dans l'activité. Et quand vous voyez deux tennisman jouer, ils mettent toute leur force dans le jeu. Ce ne sont pas des gens qui sont zen, voilà. Il faut être agressif, mais pas destructeur. Et surtout, respecter les lois de l'arbitre et respecter l'autre. Donc l'autre, c'est un adversaire, mais jamais un ennemi. J'ai suggéré beaucoup et souvent à mes patients qui étaient des patients agressifs, des paranoïaques ou des schizophrènes, d'aller dans des lieux où ils sont obligés de respecter parce qu'il y a un instructeur qui est là et qui dit « Ah non, non, vous ne faites pas ça. » Et j'ai travaillé avec toutes les personnes qui étaient hyper agressives, je leur ai suggéré de faire ça, et l'arbitre est là, l'instructeur est là, pour empêcher que ça dérape. Et je dis à mes étudiants à la fac et à mes étudiantes, si vous voulez cesser d'avoir peur, d'abord de vous-même et puis peur des autres, faites des sports aversifs, des sports comme le judo, l'escrime, le tennis, etc., où il faut être agressif, mais avec un cadre et un arbitre. Et ça marche. Vous rapportez les fameux tournois d'échecs entre un Américain et un Russe pendant la guerre froide. Que s'est-il passé exactement? Ah, ça c'est une histoire fabuleuse. Le match aux échecs, deux champions d'échecs, Bobby Fischer pour les États-Unis et Boris Spassky pour l'URSS. Et tout le monde a mis l'enjeu symbolique. Si c'est les États-Unis qui gagnent, ce sera la victoire on va dire, du capitalisme. Et si c'est les Russes, voilà. Tout a été filmé en direct, c'était retransmis par toutes les télévisions, et ce serait à qui allait gagner. Le conseiller Henry Kissinger, qui était le conseiller de Richard Nixon, le président de la République, il a téléphoné et il a dit à Bobby Fischer, il faut gagner. Moyennant quoi il a fini par gagner. Et donc cette compétition, finalement, a été symbolique. Et cette guerre froide, la Cold War, comme on l'a appelée ensuite, eh bien, c'est la seule guerre qui n'a fait aucun mort. Votre hexagone des décisions semble un apport original qui peut être utile à tous, y compris dans la vie de tous les jours. Mais n'est-ce pas un peu compliqué à comprendre ? Alors, l'hexagone des décisions sert à expliquer la façon dont on prend les décisions. Quand nous prenons une décision, nous la prenons en fonction de nos besoins. Nous avons des besoins fondamentaux qui sont le besoin de sécurité, le besoin d'amour. Enfin, il y a toute une pyramide qu'on apprend à la fac, qu'on appelle la pyramide de Maslow. Mais à l'origine, c'est Karl Marx qui a travaillé sur... c'est Épicure et puis Karl Marx, donc j'ai fait une synthèse de tout ça.
Et ça permet de comprendre quels sont les besoins fondamentaux. Le besoin d'amour, le besoin de reconnaissance, tous les besoins physiologiques évidemment, et le besoin de sécurité. Une fois que tout ça est acquis, il y a les désirs. Alors les désirs s'expriment à travers nos rêves, à travers notre vie quotidienne. Ensuite, il y a les envies. Là, il a fallu que je fasse une synthèse avec l'œuvre de Melanie Klein, qui est une psychanalyste anglaise et qui a travaillé sur la notion de the envy, l'envie. Et elle explique que alors, l'envie, c'est pas la même chose que le désir. Ensuite, il y a les souhaits qui restent abstraits et qui sont quelque chose qui est assez de l'ordre du romantisme. Il y a les vœux, et puis il y a les intentions. Alors dans les intentions et tout ce qui concerne l'intentionnalité, c'est Ludwig Bieswanger, toute la psychiatrie allemande. Donc j'ai fait une synthèse de tout ça. Pourquoi ? Parce que avoir besoin n'est pas la même chose que avoir envie, c'est pas la même chose que désirer, c'est pas la même chose qu'avoir l'intention, et c'est pas la même chose qu'avoir la volonté. Je vais prendre un exemple tout simple. Au moment où deux personnes se marient, il y a l'homme, la femme, on va prendre le classique, et que dit l'homme de foi publique ? Prêtre ou rabbin ou imam, qu'est-ce qu'il dit ? Est-ce qu'il dit « Désirez-vous vous marier avec cette personne ?» Non. Il dit « Voulez-vous prendre pour époux ?» C'est le vouloir qui compte dans la vie. C'est donc, en fait, la volonté, c'est comme la résultante de tout cela. Donc vous avez un homme, une femme, au moment où ils se marient, avec des besoins, des désirs, des souhaits, des intentions, des vœux et une volonté pour l'homme, pareil pour la femme, et il faut que tout ça, ça coïncide. Et c'est ça que j'appelle l'hexagone des décisions, parce qu'il y a six éléments qui sont très importants. Et à l'hôpital, je travaille avec des malades qui mélangent tout, en fait, qui mélangent vouloir, avoir envie, désirer, etc. Et ça donne quelque chose du genre, je ne veux pas vraiment ce que je désire. On peut prendre un exemple, vous voyez un beau garçon dans le métro, vous pouvez dire, je le trouve pas mal, je pourrais à la limite le désirer, mais vous ne voulez pas. Voyez ? Donc ça, c'est très important de faire comprendre ça à mes patients. La cohérence, c'est, je veux vraiment ce que je désire, oui, je désire ce dont j'ai besoin, je demande ce qui me fait envie, j'ai la ferme intention d'obtenir ce que je demande, je souhaite réaliser mes vœux les plus chers. Donc ça, c'est très important. Mais moi, je suis confronté à bien d'autres choses. J'ai ces patients qui me disent, au bout du compte, dans un espèce de sac de nœuds où ils se rendent la vie impossible, ils me disent, finalement, je ne veux pas ce que je désire, je désire ce dont je n'ai pas besoin, je ne demande pas ce dont j'ai envie, je n'ai pas l'intention d'avoir ce que je demande, et je ne souhaite pas réaliser mon vœu. Donc là, vous avez toutes les dimensions masochistes, les dimensions névrotiques, compliquées, etc. Les gens se rendent une vie pas possible, ils se font la guerre. C'est ça le truc. Ils se font la guerre parce qu'il n'y a pas de coïncidence entre besoin, désir, envie, souhait, intention et volonté. Et quand tout ça c'est cohérent, et c'est ça que je trouve chez les astronautes. Les astronautes, ils savent, ils ont un truc à faire et le restant doit coïncider, voilà. Et la plupart des gens que j'ai en traitement encore en ce moment, ils se font la guerre parce que tout ça s'est emmêlé et il faut les aider à dénouer. Donc voilà, pour conclure, je dirais que pour être un bon pacifiste, il faut d'abord être en paix avec soi-même, être en cohérence avec soi-même. Voilà, mademoiselle. Merci beaucoup. Je vous en prie. Leden med vinen i lunden fra Igar. Led den där nedar och Birkir Island græn. Leikur í ljós
Lay